Binge Audio. Mes 5000 premiers kilomètres autour du monde. Pour l'instant, rien de grave. J'ai bien sûr aux pieds et aux jambes des douleurs épisodiques, mais elles ne subsistent jamais plus de 2 jours. Enfin, pour l'instant. Les problèmes météorologiques rendent les conditions de course de plus en plus dures, mais m'empêchent pas d'avancer. Quand j'ai quitté la mer Noire à Oupa, les conditions se sont dégradées. Un col de 10 km sous la pluie m'a obligé à prendre un véhicule pour me réchauffer. Ensuite, je me suis retrouvé sur un plateau de 1500 à 2000 mètres, avec des températures allant de -10 le jour à -30 la nuit. Il m'a donc fallu raccourcir les étapes. Je me suis fait voler de l'argent en Tchécoslovaquie et en Hongrie, et je me suis fait menacer 2 fois en Bulgarie et en Turquie pour avoir refusé de payer, ce que je ne devais pas, mais mes gens m'ont alors bien servi. Looking for Jackie, épisode 2. Bienvenue dans Programme B. Vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit, là il y a un problème, on n'a plus de nouvelles C'était, on attendait les coups de fil et puis il n'arrivait pas, quoi. Donc, voilà, et souvent il disait, il avait un objectif sur quelques jours et puis il disait qu'il allait rappeler qu'il serait arrivé à cet objectif. Et jamais arrivé, quoi. Il avait fait 6 mois, il était parti en septembre, mais en février, nous, on recevait... donc, on a parlé des cartes postales, donc on était aussi aux aguets de la boîte aux lettres, et la carte postale n'arrivait pas, et donc on s'est consulté, et ça a été le même cas pour tout le monde. Personne ne recevait sa carte postale, et donc... au bout de 15 jours, je pense, de non-nouvelles, on a commencé à s'inquiéter sérieusement. Et là, c'est parti très vite, l'anxiété et les débuts de recherche. La dernière carte postale est datée du 13 février, donc c'est le jour de mon anniversaire. et donc, au bout de 15 jours, après... les recherches l'ambassade de France au Pakistan s'est saisie de l'affaire, a pris contact avec les autorités là-bas et donc il y a eu un avis de recherche, mais après il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles pendant longtemps. C'est là que vous, les uns les autres, ses amis, avez décidé d'aller le chercher. Donc Bernard, toi, t'es parti au Pakistan le chercher. En fait, les autorités françaises nous dissuadaient quand même sérieusement d'y aller. En fait, Jackie a disparu au Baloutchistan, qui est un des États du Pakistan. Et à l'époque, c'était une zone de conflit entre l'Afghanistan et toutes les tribus qui sont dans les montagnes, plus ou moins en état de guerre larvée contre les autorités locales. Toujours est-il que vraiment on n'était pas les bienvenus auprès des autorités quand on leur parlait d'aller faire un voyage sur place. Quand on arrive à Karachi, déjà l'avion, aussitôt il a été entouré de militaires qui se tournaient pas vers l'extérieur mais vers l'intérieur de l'avion avec les mitraillettes branchées sur vous dirigez vers les passagers et une autre partie tournée vers l'extérieur. On sentait qu'on était dans un pays en guerre en fait. Le seul point de repère qu'on avait, c'était Quetta. Et donc au bout de 2-3 jours, on a pu monter le voyage pour aller à Quetta avec l'aide du consulat. Quetta qui est la capitale du Baloutchistan. Et là, en fait, il avait laissé dans un des lieux, dans l'hôtel où il avait dormi, en fait, il indiquait la ville de Sibi comme étant sa future étape. Et c'est comme ça qu'on a su qu'ensuite il était allé sur Sibi. Après, donc on a monté le voyage sur Sibi en camion militaire en fait. Et ils nous ont accompagnés tout le long du voyage pour aller sur Sibi. Et on a rencontré la police locale. Et par contre... on nous a sans doute amenés sur des pistes qui après se sont révélées un peu fausses puisque ils nous ont notamment amenés en direction de l'Afghanistan vers un fameux col où
C'est un peu le passage entre l'Afghanistan et le Pakistan. Je pense que Jackie a choisi cette route parce qu'elle lui semblait d'abord la plus courte. Archives France 2, 1993. Notamment avec le problème des dacoits, ces bandits qui traînent le long des voies. Aucune route au Pakistan, du moins à l'époque, puisque après l'armée est intervenue massivement contre eux. Aucune voie n'était vraiment sûre à 100%. On a plutôt de l'espoir, puisqu'on voit finalement, au départ, on remonte un peu sa piste. Personne ne dit qu'il a été tué. On se doute qu'il a été emprisonné pendant un moment. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? À un moment, je suis amené dans une prison, dans la prison de Sibi, par hasard, parce que je photographiais la prison à ce moment-là. Et puis, je suis mené le fusil dans le dos à l'intérieur de la prison. Bon, comme j'étais tout seul, je balisais un peu, parce que j'avais pas prévenu que mes compagnons de voyage que je faisais cela. En fait, à l'intérieur de la prison, à ce moment-là, il y a le directeur qui me dit « Mais j'ai quelqu'un qui ressemble à l'intérieur de la prison. » Donc, il est allé vérifier sur place que c'était pas lui. Et quelqu'un qui ressemble à la photo que tu avais avec toi. Que j'avais montré à l'époque. Et par la suite, et ça avait été confirmé après par un voyage ultérieur que ce n'était pas lui, mais j'ai eu longtemps le doute en fait dans la tête que si ça se trouve il était à quelques mètres. Voilà, peut-être c'était surtout à ce moment-là, il y avait ça, vu qu'on n'avait pas de certitude sur quoi que ce soit. On a des expériences de personnes qui sont d'ailleurs certains du coin qui ont déjà été emprisonnés plusieurs mois au Pakistan et sans que personne ne s'en préoccupe. Et donc on sait que c'est fort possible qu'ils soient retenus quelque part dans une prison dans n'importe quelle petite ville en fait. Donc cet espoir va nous maintenir en action quand même pendant plusieurs mois, années. Pendant 1 an ou 2, on y croit encore, quoi. Tant qu'on n'a pas la preuve de son décès, de sa disparition définitive, on est actif. Il y a eu un élément aussi, tu sais, le coup de fil qu'on a eu. Ouais. Donc, on a eu un coup de téléphone pendant que les copains étaient là-bas. Un soir, le téléphone sonne vers 20h30, 21h. Ma femme décroche. Allô, et puis donc la personne au bout dit allô, et donc ma femme s'est dit mais c'est Jackie. Enfin, elle a reconnu sa voix. D'après elle, c'est lui. Mais le problème, c'est qu'elle était tellement énervée, qu'elle l'a pas laissé parler. Elle lui dit mais tu es où ? On te cherche. Il y a Bernard qui est parti là-bas. Tu es où ? Alors il a répondu chez des amis. Je suis chez des amis. Puis ça s'est coupé, quoi. Voilà. En tout cas, non, il n'y a pas eu de suite, quoi. Mais ouais, c'était étrange, comme coup de fil. D'abord, je vais à Islamabad, je vais voir l'ambassade de France pour essayer d'avoir des infos. Alain Debos est un ancien journaliste de la 5. À la fin de l'année 1992, il est envoyé par une association d'amitié franco-arabe pour enquêter lui aussi au Pakistan sur les traces de Jackie. J'ai vu les gens des services qui s'étaient occupés de l'histoire, qui m'ont donné le nom d'un avocat à Quetta. Quetta, c'est une petite ville qui se trouve à la frontière d'Afghanistan et du Pakistan. Donc je me suis rendu là-bas, j'ai été voir cet avocat qui était un peu réticent parce que l'histoire était un peu brûlante pour eux, parce qu'ils étaient peut-être toujours convaincus que Jackie était un espion. Pour la raison suivante, c'est d'abord l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il se baladait en short, et dans ces pays-là où ils sont très pudiques et tout, donc il marchait, et là il y a une famille qui l'a accueilli et qui l'a donné qui l'a logé, qui l'a nourri, et ils étaient intrigués parce que chaque soir il sortait avec son duvet sur les épaules, sa lampe frontale, et il écrivait.
Ça les a intrigués, ils lui ont dit qu'il fallait pas faire ça parce que c'était risqué, parce que déjà un truc. Mais comme c'était une tête dure, il a continué. Donc les gens qui l'ont hébergé l'ont dénoncé à la police. La police est venue le chercher, ils ont saisi ses cahiers, ses carnets. Un interprète français a dit c'est pas du français, un anglais a dit c'est pas un anglais. Donc ils ont pensé que c'était un code et que c'était un espion. C'est quoi la langue qu'il y a dans ces cahiers? Le breton. Ouais. C'est un côté très sympathique, mais je veux dire, dans cette région, c'est une méconnaissance totale de mentalité, des coutumes, et c'est pour ça qu'il a pris des risques. Et lui, je suis convaincu qu'il ne pensait pas que c'était des risques, parce qu'il vit comme ça, c'est sa vie, et voilà. Et c'était un homme libre, et il devait être très fier de ça, ce qu'on peut comprendre. Donc ils l'ont mis dans un premier temps au commissariat, ils l'ont arrêté, puis après, ils l'ont mis en prison. Ils viennent de nous dire encore aujourd'hui que Jackie Bluntvan n'était jamais passé à Collou. Or, nous avons retrouvé nous-mêmes, en tout cas Alain Debosse, lors de son expédition du mois de novembre, retrouvé la trace de Jackie Bluntvan à Collou. Et aujourd'hui, les autorités pakistanaises disent ne rien savoir de ce passage à Collou, justement. Et le problème en prison, dans ces pays-là, si tu n'as pas de famille pour t'amener à manger, à boire et tout, tu crèves. Donc, lui, on ne sait pas comment sont passés des trucs. En fait, moi j'ai été au commissariat, quelle prison il était, j'ai vu la cellule où il avait marqué son nom, Jackie Bluntvan, qu'il a graffé lui-même. On ne sait pas comment il est mort. Et les types disent on dit qu'il était mort de maladie, mais il est sûrement mort de faim. Mais dans ces pays-là, il peut être mort aussi avec une balle dans la tête. Donc moi, mon enquête s'est arrêtée là. Après, je suis retourné à Islamabad pour en parler avec l'ambassade. Mais j'ai pas pu, l'avocat, j'ai insisté pour savoir où était le corps, où il avait été enterré. Parce que les musulmans, ils enterrent le jour même, ils attendent pas. Donc forcément, ils l'ont pas incinéré, ils l'ont mis dans quelque part. Et ça, j'ai pas pu savoir. Je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu sceptiques sur ces résultats et tout, qu'il y en a qui pensaient qu'il était toujours vivant et tout. Bon, je pense que d'autres gens ont dû aller voir et tout. Moi, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Et c'est une histoire qui m'a laissé la tête, parce que quelqu'un qui disparaît et on n'a pas la réponse, c'est une frustration terrible. Et j'ai essayé d'avoir des nouvelles, essayé de percer un peu quelques années qui ont suivi la mission. Mais c'est une histoire attachante. Jackie Bluntvan, les amis du marcheur disparu veulent briser le mur du silence. On est toujours sans la moindre nouvelle de Jackie Bluntvan, le marcheur plabénécois disparu au Pakistan depuis bientôt 1 an. Enquête sur la disparition de Jackie, le globe-trotter. 1 an. Cela fait 1 an que la tranquille commune de Plabennec, près de Brest, se ronge les sangs pour l'indécient. Toujours sans nouvelles de Jackie Bluntvan. La famille porte plainte pour séquestration illégale. Disparu depuis plus d'1 an au Pakistan, le coureur plabénécois Jackie Bluntvan, parti faire le tour du monde à pied, disparition du marathonien de Plabennec au Pakistan. 2 cars partiront de Plabennec pour Paris. Objectif, se rassembler devant l'ambassade du Pakistan et le ministère des Affaires étrangères. Au secours de Jackie Bluntvan. Samedi à midi, la famille, les proches et les amis de Jackie Bluntvan feront un pique-nique devant l'ambassade du Pakistan à Paris. Pakistan, un Français disparaît. 7000 personnes pour réclamer la vérité sur le sort de Jackie Bluntvan. Les 200 amis de Jackie Bluntvan qui ont manifesté samedi face à l'ambassade du Pakistan à Paris n'ont rien appris de nouveau. Ils ont néanmoins obtenu des autorités françaises une relance de l'enquête. Ils demandent également la mise en place d'une commission franco-pakistanaise pour vérifier tous les éléments en leur possession. Je me rappelle la fameuse manif. À Paris. Oh, c'était la meilleure manif du monde que j'ai jamais fait. Qu'est-ce qu'on a Pourquoi ri. Oh bah déjà on a ri, grâce à Jackie on a ri. Non bah oui on a été manifesté, donc c'était quand ça 93 je pense, 1 an après. 1 an après alors. Et on a été manifesté devant l'ambassade du Pakistan à Paris. Voilà, on est parti à 3/4 de Plabennec quand même, on était 150. Plus des Plabénécois ou des amis qui résidaient sur Paris. Donc on était 200-250 quand même à la manif. Ah, et on a mis une banderole sur l'Arc de Triomphe. Ah oui. Il n'y a pas le droit.
Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Et du coup, vous avez ramassé avec les CRS ou... Ah bah, ils nous ont bloqués. Quand ils se sont rendus compte qu'on avait mis la banderole... bon, nous, après, on était, je crois, une dizaine à avoir fait ça, pendant que les autres étaient en train de danser la gavotte devant les CRS, devant l'ambassade du Pakistan. On avait détourné l'attention. Et du coup, nous, la dizaine, on était commencé à descendre les Champs-Élysées, à gueuler « Libérez Jackie », je sais plus. Et là, les CRS nous sont tombés sous le poil et on a été bloqués dans la rue pendant 4 heures de temps quand même. Un an déjà que le coureur plabénécois Jackie Blunven a disparu au Pakistan au cours de son périple autour du monde et toujours aucune nouvelle de lui. Mais aujourd'hui encore, l'ambassade a nié. Le chef de la police, il s'arrachait les cheveux. Il savait pas ce que c'était des Bretons en manif. Donc ils ont fait aller chercher les cars pour chercher des chauffeurs pour qu'on embarque et qu'on sorte de Paris très vite. Et puis, ce qu'ils n'avaient pas prévu, donc on était encadré par un cordon de CRS, mais c'est qu'il y avait un bistrot juste au coin avant de rentrer dans les cars. Et donc, comme on avait soif, on est tous rentrés dans les bistrots. Donc, le bistrot, quand il a vu 150 personnes ou 200 personnes rentrer, ils étaient contents. On leur a vidé tous les fûts. Le chef des flics, il demandait « Sortez de là !» Ah non, pas question. On a bu qu'un, on veut boire 2. Mais quand même, monsieur, laissez-les. Là, maintenant, on va avoir 6 heures de route. Il faut bien qu'ils boivent un coup avant de partir. Enfin, c'était... Voilà, une belle manif. Après, on n'a pas avancé beaucoup dans la recherche de Jackie, mais c'était une super manif. Alain Gestin au Pakistan à la recherche de Jackie Blunven. Alain Gestin, on s'en souvient, c'est ce coureur qui avait fait Moscou-Pléneuf à pied en 54 jours l'an passé. Il a décidé de partir à la recherche de Jackie Blunven, disparu en février 92 au Pakistan. Départ à la fin du mois, retour quand on l'aura retrouvé, affirme Alain Gestin. Bon, j'ai connu Jackie, moi, en 91. On était ensemble, on était sur la course Paris-Cap-Griné, une course de 300 km en non-stop par équipe. Alain Gestin. J'ai connu la famille à Jackie à une conférence que je donnais, moi, sur Moscou-Paris, que j'ai fait en courant, que j'ai fait en 92. Et après la conférence, elle est venue me rencontrer en me disant, voilà, mon frère, Jackie, il faisait comme vous, puis on n'a plus de nouvelles, elle m'a raconté l'histoire. Est-ce que vous pourriez nous aider? J'ai dit oui tout de suite. Comme ça, du fond du cœur, j'ai dit oui. Je suis parti à Paris, moi, au ministère des Affaires étrangères. À l'époque, c'était Alain Juppé. J'ai été reçu par le directeur du cabinet. Ils ont fourni quand même la balise Argos. On m'a équipé d'une balise Argos pour partir, pour savoir un peu où j'étais. Et je suis parti donc au Pakistan en 93 pour un premier voyage. Je suis parti dans le Baloutchistan. C'était là, à Quetta. Donc à Quetta, j'ai commencé à faire mon enquête sur le terrain. On a été reçu pas mal, on est allé à droite, à gauche, dans des villages. Et puis je suis retourné à Sibi. Sibi, c'est là que commence la traversée du désert, le désert de Sibi. On est allé jusqu'au village de Tali, on a dormi là, et puis on a avancé. On n'a pas de témoignage justement après Tali. Les derniers témoins... Il a été vu dans une boutique acheter des petits gâteaux secs, là, pour mettre dans son sac. Il était environ avant la nuit, on va dire, 2 heures avant la nuit. Puis, le lendemain, il n'a pas été revu. On l'a vu quitter le village, c'est tout. Là, le dernier témoignage. Donc, moi, je suis revenu en France, un mois s'est vite passé. J'avais des éléments quand même. Et puis, on avait encore un peu d'argent, on est reparti. Puis, je me suis pris à l'enquête. Et puis, je suis reparti sur un deuxième voyage de 2 mois. Et puis, un troisième voyage de 3 mois. J'ai fait une enquête de 6 mois. J'ai visité des prisons, on m'a emmené dans des prisons. Ça ne donnait rien. Dans les visites de prison, s'il avait été en prison, on l'aurait su, on nous aurait dit, mais il est là. Et puis après, je suis reparti sur des pistes qu'on me donnait. Lawang, qui était un chef rebelle, qui, soi-disant, aurait des renseignements sur Jackie. Donc Lawang, il fallait le rencontrer. Alors pour le rencontrer, il fallait déjà trouver des guides qui veuillent bien m'emmener dans la montagne. Et puis un jour,
J'ai senti que même là, on était entouré, on était encerclé par avec des gens qui se baladent avec la Kalachnikov. Tout le monde a des Kalachnikov. Ils sont autour de nous avec les Kalachnikov. Je sentais vraiment que c'était pas bon, là. Que c'était pas bon, qu'on ne pouvait pas rester là. Et il y avait des camions qui montaient à la mine. Il y avait une mine de charbon, un peu plus haut sur la montagne. Et les camions qui faisaient leur navette pour venir ramasser le charbon à la mine. Et en montant, j'arrête un camion qui montait à la mine. On lui fait comprendre qu'il fallait qu'on redescende. Il nous répond qu'il allait nous prendre en redescendant. Je dis non, tout de suite. Et je mets ma main à ma poche. Et j'avais une poignée de billets, des roupies. Et je lui mets la main à la poche. Et je lui donne l'argent dans les mains. Et tout de suite, il a fait demi-tour. Il nous a redescendus. Hein. Il a fallu attendre au bout que le camion il a fait 2 ou 3 lacets. Qu'on les voyait plus les autres derrière. Et là, je me suis tourné vers eux. Et ça y est, on est sauvés. Donc on est descendu et puis c'était terminé. Pour moi, alors maintenant pour refaire la synthèse de cette enquête, eh bien, on a quand même fouillé, hein, on l'a fouillé. À mon avis, hein, c'est une hypothèse. Mais à mon avis, il a été descendu comme ça, c'est ce qu'on m'a fait comprendre d'ailleurs. Il a croisé des gens avec des Kalachnikov qui ont bien vu que c'est un occidental, ils disent même pas un français, hein, un blanc occidental. Qu'est-ce qu'il fait là? C'était des zones prohibées. Donc ils l'ont descendu, mais comme un lapin, ils l'ont même pas arrêté, quoi. Ils l'ont descendu et ils l'ont mis sous un tas de cailloux, quoi. Il y en a plein dans le désert, des gens ils meurent, on met des cailloux, puis ça y est, c'est tout, là, la tombe. Hein. Pour moi, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on en est là, que 30 ans après, on n'a toujours pas de nouvelles. S'il avait été vivant, quelque part, un jour, il serait sorti du désert. De ton point de vue de coureur, justement, qui fait des grandes traversées, qui fait des grandes courses et tout, ils ont quoi? Ils ont pêché un peu par naïveté ou par méconnaissance ou Plutôt pas par naïveté. Plutôt pas par méconnaissance. Par naïveté. Moi, je suis pareil quand je pars, moi. Je fais confiance. Hein. On a le côté naïf, on a le côté... On pense pas justement au danger. On n'y pense pas. On y va, on va à la rencontre des gens. Moi, quand je pars tout seul aussi. Je pars pas à 2 ni à 3. Bon, courir à pied, c'est un peu comme les gens qui font du vélo. C'est plus pour l'habitant sur place, c'est plus facile d'accès qu'un gars qui passe avec sa voiture, qui s'arrête, qui va juste tout de suite au restaurant, qui n'a jamais le temps, qui est toujours en train de faire des kilomètres en voiture. Non, nous on a plus de temps, on décide de prendre le temps. Je suis peut-être comptable de métier, mais en course à pied, je compte pas. Non, ça me détend, ça me fait du bien. Donc non, en course à pied, je compte pas. Quand on fait des courses comme ça, des grandes traversées, qu'on passe par plein de pays et tout, c'est la possibilité que ça se passe mal. C'est un truc qu'on intègre, on n'y pense pas du tout. Non, on n'y pense pas. Ouais. On pense pas à ça, on part pas. On se pose pas de questions. Jackie était comme moi, c'était un aventurier, un baroudeur. Alors justement, on cherche l'extraordinaire. Donc on sait que dans l'extraordinaire, il y a des risques, on le sait. On va toujours penser qu'il n'y en a pas, d'ailleurs. Il y en a, mais on pense qu'il n'y en a pas. Pour nous, il n'y en a pas. Sur l'histoire du Baloutchistan, donc depuis, on a trouvé une BD par hasard. C'est un carnet de voyage d'un Belge qui s'appelle Renaud Dehaene, qui a fait sous forme de BD tout son carnet de voyage. Il a baroudé un peu partout, entre autres au Baloutchistan. Et à Sibi, il raconte un peu son quotidien, et puis à un moment, il est à la police de Sibi. Le policier lui montre une photo. Tu vois cette photo? C'est un Français. Officiellement, il a disparu. Nous savons qu'il a été tué. Et la photo qu'il lui montre, il la dessine? Alors, il a dessiné, très sommairement sur la BD, mais
Il semble être en short, la personne semble être en short, avec un chapeau pour le soleil, un t-shirt, un short, bon, un peu noir, un peu de blanc, on ne sait pas si c'est le short Grenadu, mais on peut imaginer. Toujours est-il que c'est quand même assez curieux. C'était en 95-96. Renaud Dehaene, dessinateur. Déjà tout de suite, quand on était sorti de la gare, si mes souvenirs sont bons, il y a ce policier qui nous avait demandé d'aller le trouver et qui nous a mis en garde, et il nous a sorti cette photo en disant: vous voyez ce gars-là, officiellement il a disparu, moi je sais qu'il est mort, je sais qui, je sais pourquoi, mais je peux rien faire parce que c'est la loi tribale avant la loi gouvernementale. Donc vous partez d'ici le plus vite possible. Sur la BD, la photo elle est suggérée, on la voit, enfin, on aperçoit des petits détails, mais bon, elle n'est pas pleine page sous le nez du lecteur. Ouais. Alors, je sais que c'était il y a longtemps et que c'est forcément un vieux souvenir dans un voyage où il y a énormément de souvenirs, un parmi d'autres. Mais est-ce que tu te rappelles de cette photo? Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Alors, ce dont je me souviens, c'est que c'était un gars en short. Et je me suis dit, mais un type qui se balade en short dans une région pareille, ça m'étonne pas qu'il lui soit arrivé des bricoles, quoi. Enfin, des bricoles. On savait pas ce qui lui était arrivé. Donc, ça, je me souviens d'avoir eu cette sensation-là. Est-ce que je peux te montrer des photos? Oui, bien sûr. Ah, là, il est au milieu. Ouais. Hop, tiens, voilà. Ouais, ça rentre pas en contradiction avec mes souvenirs, mais c'est pas un flash non plus. Ouais. Bah, c'est une drôle de région, hein, le Baloutchistan. On est dans des déserts, des déserts montagneux, des nomades, des trafiquants. Il y a l'Afghanistan, c'est une frontière où il y a l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. C'était le moment où les islamistes et les talibans étaient occupés à se développer, à conquérir l'Afghanistan pour la première fois, à cette époque-là. Et on sentait toute cette violence. C'était épais comme sensation. J'ai l'impression, parce que des fois quand j'en ai parlé avec différentes personnes, que malgré tout, comme on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il y a toujours un micro-point d'espoir, de se dire peut-être un jour, il va revenir. Oui, mais bon, moi quand je suis en voyage quelque part, quelquefois il m'arrive de voir une personne qui ressemble un petit peu, je me dis, mais après tout, ça pourrait être lui, quoi. Ça pourrait être lui qui a voulu couper les ponts, peut-être avec le Finistère, et puis avec tout le monde, et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de penser à ça. Cette histoire de couper tous les ponts, connaissant Jackie comme étant un être responsable, j'y crois pas beaucoup. Il aurait donné des nouvelles parce que il savait qu'on le cherchait, il savait qu'il y avait des gens qui l'attendaient aussi et qui s'en faisaient pour lui. Donc c'était pas quelqu'un d'irresponsable. J'ai l'impression que son souvenir est encore assez présent à Jackie, dans la mémoire de plein de gens, et même que ça se transmet aussi, qu'on en parle, que l'histoire existe encore en fait beaucoup. Oui, mais bon, pour peut-être encore 10 ou 15 ans, après, dans la majeure partie donc, de ses copains, tout ça, ont plutôt maintenant de l'ordre de entre 60 et 65, voilà, donc pendant quelques années encore, oui, mais après... Mais après, il va disparaître comme nous, hein. Comme nous. Non, mais voilà. Mais il aura marqué la vie de beaucoup de gens. Voilà, ici à Plabennec en particulier. Vos parents, comment ils ont vécu tout ça, la Jackie, tout ça? Ouais. Pour eux, ça a été... ça les a vraiment fait...
Déjà, qu'ils partent, bon, c'était pas leur truc. Et c'est vrai que le fait qu'ils fassent ça et qu'ils disparaissent comme ça, déjà, c'est pas dans leur culture, qu'on voit pas un mort. Et puis c'était l'aîné de la famille aussi. Oui, c'était le fils aîné. L'aîné. En plus, après, on a perdu un autre frère. Donc, moi, je me rappelle, donc, à la maison mortuaire pour notre frère, donc mes parents dire que c'était comme s'il y avait les deux côte à côte, quoi. Pour eux, ils sont morts. Enfin, ouais, je pense que quelque part, ils sont morts ce jour-là, tous les deux, quoi. Mais ma mère, elle en rêvait toujours. Hein. Elle en rêvait. Elle a écrit quand même à tous les premiers ministres depuis. Hein, et à chaque fois, elle avait une réponse. Hein. Elle leur a tous écrit. Au début, c'était mon père. Et après, quand mon père est parti, ma mère, elle a continué. Elle a fait une lettre. Et à chaque fois, elle avait une réponse. Et à chaque fois qu'il y avait un premier ministre, même quand elle était en maison de retraite, donc il y a 2 ans et demi, elle l'a fait. Chaque fois, elle écrivait au Premier ministre. Et il répondait quoi? Il répondait qu'il cherchait toujours, etc., etc. Mais non, pour elle, c'était... Voilà. Et puis elle en rêvait. Et c'est marrant, quand elle racontait, chaque fois qu'elle en rêvait, quand il arrivait à la maison, il voulait des frites. Donc elle espérait toujours, malgré tout. Elle pensait qu'un jour, il arriverait. Moi, je me suis... j'ai toujours pensé, et je pense toujours d'ailleurs, qu'il pourrait réapparaître un jour et que ce serait bien, voilà. Ah bah oui, c'est sûr. Moi un peu aussi. Alors, Et je me pose la question, qu'est-ce que je dirais à Jackie alors? Oui. Alors, comment c'était? Il nous dirait, c'était bien. C'était ce qu'il disait. Il disait pas grand-chose d'autre. Là maintenant, il a 66 ans. Mais il court toujours peut-être. Il court toujours peut-être. Moi, je cours toujours, donc il n'y a pas de raison que lui ait arrêté. Looking for Jackie, un reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Merci aux amis et à la famille de Jackie, ainsi qu'à Renaud Dehaene, Alain Debos et Alain Gestin pour leur temps et leurs réponses. Voix additionnelle, Miguel Ferreira et Juliette Livartowski. Tous les prochains épisodes et les très nombreux épisodes précédents de Programme B sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous avez envie de nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.